Bonjour et bienvenue dans le monde d'après, celui où on aura beaucoup appris sur nous et sur les autres. Mais comment ne pas commettre d'erreurs? N'oubliez aucun des enseignements, apprendre et appliquer des résolutions. J'ai eu envie de le demander à ceux qui avaient volontairement ou pas déjà vécu un isolement. Aujourd'hui, c'est Steven Le Yarrick à qui j'ai demandé de nous expliquer son expérience. Salut Steven. Salut. Alors toi, tu te présentes comme un aventurier professionnel, mais aussi comme un éveilleur de conscience écologique. Je pense qu'on va y revenir. Parce que tes aventures extrêmes, tu les as pensées pour attirer l'attention sur l'état de la planète, notamment, pas que. Je te laisserai en parler de ces aventures, mais je raconte d'abord en 2 mots comment moi je te connais, comment j'ai croisé ton chemin. Ça fait en fait un moment que je fais partie de ceux qui te suivent et qui suivent tes exploits sur les médias sociaux. En fait, j'ai eu longtemps le sentiment d'avoir affaire à un espèce de warrior invincible, indestructible, une machine de guerre. En fait, petit à petit et encore plus aujourd'hui, sans doute, en préparant cette interview, j'ai découvert quelqu'un qui pratique avant tout l'extrême dans toutes ses dimensions. Donc, cette force très impressionnante, elle est assez vite contrebalancée par des doutes, des failles qui prennent finalement autant de place. Sachant que tu n'hésites pas à en parler ou à les montrer dans des vidéos qui racontent tes exploits. L'extrême, tu l'as imposé à ton corps en le confrontant à des températures qui vont du très très chaud au très très froid. Tu vas nous raconter tout ça. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous dises combien de fois et à quelle occasion tu t'es retrouvé dans des situations d'isolement. Déjà, bonjour. Merci de m'avoir proposé cette interview. Ouais, j'ai beaucoup pratiqué on va dire, la solitude, soit forcée, soit souhaitée parce que dans un premier temps, j'étais coureur cycliste, on va dire professionnel, même si j'étais amateur. C'était mon métier de faire du vélo et je me suis senti isolé alors que j'étais très entouré. J'avais l'impression d'être très entouré. En fait, c'était, je pense, la plus grande expérience de solitude de ma vie, de me sentir seul. En fait, moi, je suis né dans les quartiers populaires du 93 en région parisienne et dès ma plus tendre enfance, on va dire, même si elle n'était pas très tendre, je me suis senti assez vite isolé. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'essaie de réaliser on va dire, des expériences qui me font me rendre compte que finalement, être vraiment seul, c'est pas le plus dur dans la vie. Je parle de la solitude, on va dire. Solitude voulue parce que voilà, aujourd'hui je suis aventurier, explorateur professionnel, enfin on l'appelle comme on veut. Moi je dis ça parce que c'est mon métier, c'est avec ça que je gagne de l'argent. Si j'avais réparé des chaussures, j'aurais dit cordonnier professionnel, mais comme je m'aventure, on peut dire que je suis aventurier. Alors la première grosse expérience de vraie solitude, au-delà de cette enfance pas excessivement joyeuse, ça a été au Népal, la première fois où je suis parti faire une retraite de méditation silencieuse Vipassana. Mais avant cette retraite, j'étais parti tout simplement au bout de mes rêves. En fait, juste, j'ai quitté le monde du travail, enfin le monde qu'on connaît, on va dire tous, hein, parce que on va dire que c'est assez généralisé de travailler dans un bureau et c'est assez pratiqué, on va dire, en Occident. Et j'étais à la Fédération française de triathlon, j'étais responsable de la communication, je travaillais pour des marques, des personnalités. On faisait Et un peu le même métier en fait, à un moment. Je me ouais, souviens sauf de que ça. ouais, bon, donc toi, t'avais on va dire, un niveau et des responsabilités plus Tout, grandes tout, que les tout. miennes. Mhm. Et disons que je m'occupais d'athlètes, je m'occupais de marques, de choses qui, pour certaines, me faisaient rêver, d'autres moins. Et à un moment, je me sentis un peu à l'écart, donc seul et quitte à être seul, je préférais réaliser quelque chose qui puisse me permettre une certaine réalisation. Alors, je suis parti au Népal. Pourquoi le Népal? Parce que c'était un métier qui m'intriguait. J'aurais pu aller au Pérou, en Bolivie ou faire d'autres expériences un peu partout dans le monde. Mais le Népal m'attirait fortement pour, sa spiritualité, deux, ses montagnes, et trois, pour les gens, quoi. Et tout ça, je l'ai fait dans un voyage qui a duré 120 jours, dont une expérience qu'on appelle Vipassana. Donc, Vipassana, c'est quoi? Vipassana, c'est la méditation de Bouddha. C'est
c'est une méditation qui existe depuis des milliers d'années. Et l'idée, c'était pour moi de me retrouver, d'aller au bout de moi-même, cette fois-ci, m'affronter et essayer d'affronter mes doutes, mes angoisses, et puis voir ce que c'était, parce que une expérience d'aventure, c'est quelque chose, voilà. Mais je pense que Vipassana, c'est une des plus grosses aventures, pour ne pas dire la plus grosse aventure que j'ai eue. Parce que quand on est dans une aventure, comme j'ai pu en faire la plupart du temps à vélo ou à pied ou en alpinisme, on est en mouvement. On est en mouvement, et le mouvement permet on va dire, d'oublier, on se projette. On est déjà sur quelque chose qui est soit dans 10 secondes, dans 20 secondes, ou demain, ou dans un mois. Comme au travail, on nous apprend à nous projeter, à faire des tableaux, à aller vers l'avant, quoi. On nous apprend jamais à ne rien faire, en fait. Et Vipassana, c'est pas l'art de rien faire, c'est l'art d'accepter ce qui est. Et accepter le présent, c'est vachement dur pour un occidental, parce que on nous apprend toute notre vie à jamais accepter de perdre, tout faire pour gagner, que ça soit de l'argent, que ça soit réussir. On nous apprend à avoir des diplômes, à avancer dans la vie pour être dans un espèce de tunnel qui nous amène à peu près tous au même endroit. Et je me sentais plus très bien dans ce tunnel, et Vipassana, ça m'a conforté là-dedans, c'est-à-dire je suis un être humain qui est faible à des moments, qui est fort à d'autres moments, et je serai jamais, en fait, j'arriverai jamais à être entre guillemets parfait ou équilibré totalement, parce que ça veut rien dire l'équilibre. J'avais l'impression que tout le monde était heureux sauf moi à des moments de ma vie. Et en fait, je me rends compte que c'est pas que tout le monde est malheureux, c'est que tout le monde a des moments où il est malheureux, et tout le monde a des moments où il est hyper heureux. Et Vipassana, c'est 10 jours de méditation silencieuse. Donc, il n'y a pas le droit de discuter, il n'y a pas le droit de parler, il n'y a pas le droit de mentir, il n'y a pas le droit de séduire, il n'y a pas le droit de courir, il n'y a pas le droit de faire du sport, du yoga, des étirements trop appuyés. Même même lire et écouter de la musique, c'est interdit. Mais même la communication visuelle, c'est-à-dire avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est impossible, et c'est hyper dur, surtout quand on est dans une démarche spirituelle, comme voilà, j'étais dans une certaine démarche. Quand j'entre dans le bus de Vipassana, on entre dans un bus, c'était dans la vallée de Katmandou, j'ai décidé de le faire au Népal pour aller vraiment au bout du truc. En gros, j'arrive pas à faire de Vipassana ici. Je trouve ça difficile de me mettre dans une position d'apaisement, en fait. J'ai du mal à être hyper apaisé ici, même si je le suis beaucoup plus qu'avant. Et dans ce bus, personne ne me parlait, et je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde était comme moi. On savait pas quand on pouvait parler, quand on pouvait pas parler. Et en fait, ça a commencé quelques heures plus tard. Et Vous êtes regroupé avec combien de personnes? en fait, ça dépend des sessions, mais à Katmandou, ça peut monter jusqu'à 250, 300 personnes, quoi. Ah oui. Et c'est mixte. Donc, voilà, il y a un meditation hall. En fait, quand on entre on va dire, cette espèce de monastère, même si c'est pas tout à fait un monastère, c'est cet espace de méditation, parce on va dire que c'est pas rattaché à la communauté bouddhiste. Enfin, ils le veulent non rattaché à la communauté bouddhiste, même si c'est pas tout à fait vrai. C'est non religieux, et voilà, donc on se trouve dans une pièce qui ressemble beaucoup à une chambre de prison Hmm. avec un matelas qui est pas plus grand que ça, et qui est vachement dur. Mais j'étais prêt à ça. Moi, j'avais envie de ça. On m'avait tellement mis en garde. Tout sur mon chemin à mon arrivée à Katmandou m'avait amené vers ça. Et j'avais hâte de le faire. On m'avait mis en garde. On m'avait dit que ça serait trop dur pour moi, que j'allais souffrir, quand j'avais expliqué un peu mon enfance, enfin mes souffrances d'enfance, hein. Mes douleurs, ma carrière de sportif, mes conneries après, mes conneries pendant, mes conneries tout le temps, en fait. Et voilà, se dire bah, aujourd'hui, je vais m'affronter pendant 10 jours, et savoir qui je suis. C'était pas évident. Et voilà. Et Et je t'es me parti retrouve. direct pour 120 jours ou au départ c'était plus court que ça? En fait, Vipassana, c'est 10 jours. Moi, j'ai fait 2 fois 10 jours. Enfin, c'est 10 jours et demi. Parce que le dernier jour est médité. Mais je suis parti au Népal avec l'envie de me dire, je prends pas de billet de retour, quoi.
Et si D'accord. j'en avais eu la possibilité, peut-être que je serais pas rentré tout de suite. En fait, je pars au Népal en ayant l'idée dingue de me dire, bah, j'ai envie d'être heureux en fait. Et pour un occidental, qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux? Ça veut dire, bah, tu achètes des trucs, tu gagnes bien ta vie, tu achètes une maison, tu as une belle voiture, une belle copine ou un beau mec et voilà, ta vie, elle est super et tu es heureux, quoi. Et en fait, même en ayant eu tout ça, moi, à un moment de ma vie, j'étais pas forcément heureux. Donc, je me suis dit qu'il y avait une autre direction et je pars au Népal pour faire de l'humanitaire, faire cette retraite de méditation silencieuse et après, je savais pas. Donc, je deviens prof dans les bidonvilles de Katmandou au tout début de mon voyage humanitaire à Katmandou. Vraiment c'était ouais, on va dire les bas-fonds de Katmandou aujourd'hui qui sont en grande difficulté avec d'ailleurs ce Mhm. Covid parce que les gens sont obligés de rester dehors, ils n'ont pas vraiment de maison. Et c'est le cas dans beaucoup de pays, que ce soit en Asie, Asie du Sud-Est ou un peu partout dans les pays pauvres. J'ai vu en Équateur aussi, Oui, Colombie, en c'est Équateur, c'est très compliqué. Ouais. ouais. Et du coup, voilà, je pars pour ce Vipassana en ayant cette crainte de ne pas réussir. Et Vipassana, ça a bouleversé ma vie parce que c'est cool en fait c'est cool de prendre du temps vraiment pour soi. Quel moment on peut avoir dans la vie ou quelle chance on peut avoir dans la vie qui nous laisse 10 jours de silence ou un moment juste avec la possibilité de revenir à soi. Et c'est hyper dur de revenir à soi. C'est Lucchini qui dit ça. Il dit le pire truc qui m'arrive dans ma vie, c'est chaque jour quand je me retrouve en face de mon miroir. Parce que je me dégueule en fait. Et tous les jours, je me dégueule. Et en fait, cet objectif premier de Vipassana, mais pour moi et pour les autres, hein, parce que en fait, ça fait partie de la religion bouddhiste pour une raison, c'est que c'est une purification du corps et de l'esprit. Et donc, tu as des personnes, bah, tu as des gens qui arrivent juste à la majorité, entre 18 et 22 ans. Tu en as beaucoup des jeunes qui sont soit hyper contents d'être là, hyper engagés et tout, mais d'autres qui sont soit des junkies, soit des parents qui sont des pères de famille qui sont. Il y en avait un qui était vraiment alcoolique, qui buvait tous les jours, ou soit des personnes âgées qui vont juste avant la mort, en fait, qui vont à la purification juste avant la mort. Et moi, ça m'inspirait vachement parce que, en fait, on est tous égaux, quoi. Il y avait des riches, des pauvres. Vipassana, c'est totalement gratuit. Et quand je pense, en fait, ça m'est venu tout de suite quand moi, j'étais sur le lac Baïkal quand ça a été annoncé le confinement en Russie. Et j'ai tout de suite pensé à ça parce que je me suis dit, ça va être l'enfer. En fait, ça va être l'enfer pour les gens. Ils vont prendre ça comme une contrainte absolue. Parce qu'en fait, déjà, on peut pas interdire aux gens on dit, il est interdit d'interdire. On peut pas interdire aux gens de sortir. Mais en plus, on peut pas interdire aux gens de travailler. On peut pas interdire aux gens plein de choses. Et surtout des Français. Parce que les Occidentaux, c'est vrai, vraiment, pour les Occidentaux. Mais je trouve qu'on est très indisciplinés. Je sais pas pourquoi, mais on est hyper indisciplinés. C'est culturel. Voilà, on est des révolutionnaires. On est des amoureux de la vie, des romantiques. Mais, euh, mais en Russie, en fait, quand c'est annoncé le confinement en Europe, eux, ça les faisait sourire parce que eux, s'il y a confinement, bah, ils nous virent tous. Hein. Ils virent tous les Occidentaux, ils virent tout le monde. Ils ferment toutes les frontières. Il n'y a aucun avion qui atterrit. Moi, je suis arrivé à Charles de Gaulle. En revenant de Russie, j'ai pas eu un contrôle de température. Alors, je savais qu'il y avait un confinement qui était engagé, que les gens étaient chez eux, mais j'ai réussi à rentrer dans le pays, donc sans contrôle. Et voilà, ça, c'était juste une ouverture sur ce truc de confinement, parce que c'est ça aussi, Vipassana, ça m'a appris ça, ça m'a appris la rigueur, apprendre la rigueur, alors que je suis pas du tout quelqu'un de rigoureux, même si c'est complètement contradictoire avec mes expéditions qui sont très difficiles et il faut quand même de l'application, de la rigueur, beaucoup de travail, d'entraînement, l'abnégation et une espèce, enfin, tu parlais ouais, de sensibilité. Ouais, je pense qu'il faut avoir une certaine sensibilité ou un grain de folie pour se lancer, quoi. Mais J'ai une question sur vas-y. Vipassana parce que j'ai lu beaucoup de choses, je t'ai entendu d'ailleurs en parler Ouais, dans un SoundCloud. La question que j'avais, c'est comment en fait, on se retrouve en isolement parmi des ouais, centaines de personnes, tu me dis, ouais, ce qui veut dire que d'abord, on n'apprend pas des autres et que
tu sais pas grand-chose des autres. Ce que tu sais, ce que tu viens de me dire, tu le sais comment, puisque vous n'avez pas eu de communication? En fait, moi, ce que je sais, c'est que quand j'arrive à Vipassana, je ne sais pas qui est dans ma chambre, parce qu'on est deux par chambre. Je ne sais pas comment va être ma chambre, je ne sais pas qui va nous surveiller, comment ça va se passer. J'avais vu deux, trois vidéos, mais ça te donne une vague idée. C'est comme quand tu as mal au dos et que tu regardes Wikipédia, tu as l'impression que tu vas mourir, quoi. Et là, c'était un peu ça. Je me dis, bon, il faut que j'arrête de regarder parce que c'est le pire truc. Et en fait, j'arrive dans la file d'attente du Meditation Hall et j'avais des petits. Putain, je les avais mis de côté, bref. Et j'avais deux petits coussins de méditation qui étaient des trucs bon, en polystyrène là, qui étaient dans mon rêve absolu, une protection pour pas avoir mal au cul, quoi. Mmh. Et en fait, je me rends compte dans la file qu'il y a un mec qui en a ramené une de mes mousses et qui, en fait, il me cherchait. Et ce mec-là, c'était mon roommate, c'était le gars qui était dans ma chambre et c'est comme ça qu'il a pu me repérer et voilà quoi. Donc il m'a donné ça et il me dit voilà, salut, je m'appelle un tel, je peux pas t'expliquer qui je suis. Dans 15 secondes, on est dans le meditation hall, mais je suis dentiste et moi aussi, j'ai envie d'être heureux. J'espère que ça va bien se passer pour toi et ça va aller, mec, courage, machin. Et tout Parce que ça en lui, il anglais. savait? Comment il savait ça? Comment il savait qu'il allait se passer Alors en fait, il savait parce qu'il avait fait en Australie. Et en fait, tous les gens qui viennent à Vipassana, c'est des gens qui ont envie de changer leur vie. Mmh mh. Là, je vois beaucoup de gens qui disent ben, on va aller dans le bon sens, on va changer des choses. Mais pour, pour prendre la décision de vraiment changer des choses profondes, c'est un boulot qui est quand même assez monumental. Je pense, hein, même en ayant eu beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour dans sa famille, il y a toujours des conflits non résolus à l'intérieur. Et voilà, ce mec, il m'explique ça en 15 secondes. Il me dit deux mots, mais en fait, je savais tout ce qu'il me disait. Moi, j'avais juste une hâte, c'était d'affronter mes démons, quoi, d'affronter ma réalité, d'affronter mes douleurs. Parce qu'en fait, tu rentres dans ce hall, donc les filles vont d'un côté, les garçons de l'autre. D'ailleurs, tu n'as plus de contact du tout avec les filles, hein. Tu as juste des regards qui se font, mais tu n'as pas le droit de T'as pas regarder. trop le droit? Ouais. Ouais, en fait, elles sont rien. Il n'y a même pas de rideau. Elles sont à 20 mètres à droite. Mais en fait, elles vont dans un côté et tu vas dans un autre. C'est comme s'il y avait une cour de prison et tous les prisonniers se groupent, hommes et femmes, à un moment de méditation. D'ailleurs, ça existe dans une prison indienne, mais tu vois, c'était bizarre ce moment de rentrer dans ce hall et te dire, bah c'est parti, quoi. Et en fait, là, contrairement à tout ce qu'on peut, là, je vois les gens qui sont en difficulté. Ah, c'est dur, j'en ai marre, je veux sortir. Ouais, mais tu peux faire du sport encore un petit peu chez toi si tu as un tapis roulant, si tu as un vélo d'appartement. Tu peux être sur Internet, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux parler, tu peux utiliser WhatsApp, tu peux téléphoner, en fait, tu peux faire plein de choses, mais qui te ramèneront toujours à ta propre réalité, à ta propre solitude. Parce que s'il y a quelqu'un qui te dit, ah putain, je suis sur une terrasse, c'est trop génial, putain, on boit l'apéro tous les jours, je suis avec mes parents, c'est génial, j'ai bien fait de partir, d'anticiper le confinement, bah, tu vis l'enfer, quoi, parce que tu prends ça comme une injustice. Alors, soit tu gueules sur les réseaux sociaux, ou soit tu dis rien et tu prends ton mal en patience, quoi. Donc la première zone de méditation à Vipassana, c'est quoi? En fait, le début de Vipassana, on te fait un grand discours pour te mettre dans cette espèce d'ambiance et tu dois déjà te concentrer sur cette zone-là, zone de respiration, et ça dure 3 jours, hein. 3 jours à se concentrer sur cette zone-là. Et moi, j'avais D'accord. aucune sensation. Donc, c'est respiration du nez, l'air qui rentre, l'air qui sort, l'air qui rentre, l'air qui sort. Et tu dois te concentrer uniquement sur ça et avoir une respiration qui est pas forcée, une respiration qui est normale. Moi, je trouvais pas ça dur. Par contre, j'avais pas de sensation, quoi. Et par contre, j'avais des sensations à d'autres endroits de mon corps. Je commençais à avoir mal au dos, par exemple. Je Mmh. commençais, tu vois, là, c'est bizarre parce que tu m'as demandé cette interview et c'est la première fois depuis, je sais pas, hyper longtemps que, comme de par hasard, je m'assois par terre, je mets juste un tapis et tu vois, je me remets dans des conditions qui sont celles de Vipassana parce que tu es dans cette bulle et
Et pour accepter ça, tu en as qui méditent assis, comme je suis, voilà, en tailleur. Il y en a qui méditent encore plus en tailleur, c'est-à-dire en position du lotus, qui est complètement contre-indiqué, hein, je trouve. Quand Mm. tu n'as pas l'habitude, moi, je le fais pas parce que j'ai des genoux de cycliste et donc des genoux de soixantenaire, alors que Mm. j'en, Mm. j'en ai que 34. Mais c'est, c'est compliqué de rester assis, tu vois, de rester immobile. En se concentrant uniquement sur ça, tu peux avoir les yeux entrouverts, mais l'idée, c'est d'avoir les yeux quand même assez fermés pour pas qu'il y ait trop de lumière et te concentrer sur l'air qui entre, l'air qui sort, l'air qui entre, l'air qui sort. Et évidemment, tu as des pensées qui arrivent toutes les 5 secondes, hein. Mhm. Des pensées positives ou négatives, ou qu'est-ce que je fais là, ou est-ce que c'est bien ce que je fais. Et en fait, moi, je sais pas d'où ça me vient, mais en fait, quand je fais un choix, mais peut-être que c'est depuis Vipassana ou en tous les cas à peu près à cette période, maintenant, quand je fais un choix, je me dis qu'il est toujours positif parce que je sais pourquoi je le fais. Et je sais que c'est la bonne direction. Mais quand tu ne sais pas trop pourquoi tu es là, il y a tu me demandais comment tu sais ça sur les gens, comment tu… En fait, je ne savais rien sur les gens, mais j'ai appris à connaître, j'ai vu une vie pour moi, un Vipassana, c'est une vie, hein. J'ai vu la vie de gens pendant 10 jours, des mecs qui faisaient 1,40 m jusqu'à 1,95 m, qui étaient les mêmes à se tortiller sur leur siège dans la même douleur, quoi. Que ça soit des Népalais, des Tibétains, des Bhoutanais, des Indiens, des Français, des Australiens, Norvégiens. Il y avait, je sais pas, 50 nationalités. Donc, tu vois, tu vois tous ces gens et tu as l'impression de les connaître déjà parce que tu sais qu'ils sont, entre guillemets, aussi sensibles que toi. Ils ont souffert toute la semaine. Ils ont vécu ce que tu as vécu. Ils ont appris des choses, peut-être pas les mêmes que toi parce que moi, je pense que je suis, on va dire, hypersensible ou en tous les cas, j'ai développé une grande sensibilité, même si je l'avais déjà dans mon enfance. J'arrive à expliquer des choses que certains ne voient absolument pas. Tu vois, j'ai des trucs. Ça m'aidait, tu vois, dans le monde de la communication, mais des fois, dans certaines situations, comme dans mes trucs de l'extrême, certaines aventures de l'extrême, euh, je souffre beaucoup. Et Vipassana, j'ai souffert beaucoup pendant les 4-5 premières journées parce que j'arrivais pas à méditer le matin. Déjà que je suis pas excessivement du matin, les métiers de la communication, ça aide un peu, mais là, tu commences à 4 heures tu commences à 4 heures du matin. Donc, à 4h30, tu dois être sur ton siège de méditant et tu dois méditer jusqu'à 6 heures. C'est ta première méditation. Et je n'arrivais absolument pas à méditer. Alors, quand tu as envie d'écrire un bouquin, j'ai eu cette situation aussi, c'est l'enfer parce que tu sais que tu es là pour écrire un bouquin. Tu es là pour écrire déjà une page, une ligne, et tu n'arrives pas à écrire. Bah là, c'est le même syndrome de la page blanche, mais avec toi-même, quoi. Tu n'arrives pas à Mhm. méditer, et donc tu n'arrives pas à faire ce pourquoi tu es là, quoi. Alors, je disais, mais ça n'a aucun sens d'être là. Et en fait, ça se débloquait, mais je pleurais. Mon premier petit déjeuner, presque tous les jours, je pleurais parce que je mettais mon bonnet, j'avais un bandeau, là, je le mettais sur mes yeux et je pleurais. Je m'arrêtais plus de pleurer parce que je dis, mais c'est trop dur, quoi. Et me dire, mais aussi, tu peux pas lâcher, quoi. Tu vois, je pouvais pas lâcher, je pouvais pas craquer à ce moment-là parce que les autres ne craquaient pas, parce que j'avais choisi d'être là, parce que aussi on m'avait dit que j'y arriverais pas. Tu vois, plein de choses comme ça qui font qui sont juste des constructions personnelles quand même, tu vois, de ma vie d'avant, tu lâches rien, tu vois, qui sont restées depuis toujours, hein. Mais dans le vélo, j'étais capable de me dire, j'en ai rien à foutre, quoi. Mais là, j'avais choisi d'être là, ça faisait partie de mon séjour. Je savais que cette initiation, elle changerait ma vie. Et, euh, et ça m'a changé, ouais, ça m'a changé parce que dès qu'on est arrivé dans les vraies phases de méditation hyper intenses, dans ce Vipassana où, par exemple, on avait des méditations fixes où pendant 1h30, tu n'as pas le droit de bouger. Pas le droit de bouger de position, c'est-à-dire même pas le droit de te détendre, même pas le droit de bouger la tête, de bouger quoi que ce soit dans ton corps. C'est vachement dur, quoi, hein. Et Mhm. c'est là que j'étais le mieux. Enfin, je sais pas si c'est le vélo qui m'a fait ça, mais c'est là que j'étais le plus fort, quoi. Parce que là, tu as des douleurs et tu dois résister, tu vois. T'es comme ça, tu trembles de partout, mais et tu sais que ça va passer, en fait. Et quand je te dis des douleurs, c'est l'enfer, hein. C'est comme si tu avais un mec qui prenait un couteau, qui te coupait le dos dans le dos comme ça. Et constamment,
Parce que des douleurs, elles peuvent arriver dans la tête, tu vois, les toxines qui remontent ou des douleurs mentales qui viennent là dans la tête. Comme tu manges bien, tu sais que ça vient pas de la bouffe. Tu sais que tu bois pas, donc ça vient pas de ça. Donc ça ne vient que de ces problèmes, soit existentiels, soit des, des, des erreurs, des doutes, des regrets, des folies aussi, des conneries que tu as pu faire. Et tout ça, ça arrive d'un coup. Tu vois, moi enfin, je dis, je venais de me séparer. C'est pas tout à fait vrai parce que c'était pas clair en fait. Il y avait rien qui était clair dans ma vie parce que je savais pas qui j'étais en fait. Je savais pas vraiment qui j'étais. Et ces 10 jours, ils m'ont permis ça. Voilà, Vipassana et pour moi, les retraites de silence ou les retraites, quelles qu'elles soient, elles permettent ça. Elles permettent de te remettre de revenir à toi ou de savoir juste qui tu es parce que est-ce qu'on à l'école, on t'apprend qui tu es? Non. Est-ce qu'on t'apprend à être heureux? Non. On t'apprend comment gagner de l'argent, comment compter, comment courir plus vite, comment lancer quelque chose, comment jouer au ping-pong, comment communiquer. Et encore, je trouve que, par exemple, la communication, je trouve qu'elle n'est pas assez instaurée, tu vois, à l'école dès le plus jeune âge, parce que je sais que dans d'autres pays, c'est plus le cas. Et, euh, et voilà, on t'apprend plein de choses, géographie, histoire, mais on t'apprend pas à être heureux. Du coup, Donc, Vipassana, ça t'apprend ça. tu es allé apprendre à Vipassana, tu Ouais, l'as fait une fois. Si j'ai bien compris, dans le même voyage de 120 jours, tu l'as fait une deuxième fois. ouais. Je l'ai fait une première fois, on va dire, avec de la fraîcheur psychologique, parce que je venais de finir on va dire, mon séjour humanitaire, qui était pour moi, c'était dur, mais en fait, c'était ce bloc humanitaire. Les gens disent ça en ce moment et ça me fait plaisir, mais quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, enfin, tu ne peux qu'être heureux, quoi. Ça te remplit de quelque chose et quand tu donnes plus que tu reçois, c'est tellement heureux. En fait, j'étais tellement apaisé, tellement heureux que quand je suis arrivé à Vipassana, ça a été dur, mais bon, je pensais que ça serait plus dur. Je fais une expédition dans la vallée du Khumbu, la vallée de l'Everest. Je monte quelques sommets, voilà, 2 sommets à 6 000 mètres, quelques passages à 5 000, enfin une dizaine de passages à 5 000 mètres. Donc, c'est quand même beaucoup pour un non-alpiniste. Même si je suis sportif, à cette époque-là, tu vois, je n'avais vraiment pas fait de vélo au Népal. Tu vois, pas 100 jours, mais peut-être 80 jours sans faire de sport. C'est quand même pas évident. Je pense que c'était la première fois de ma vie que je faisais si peu de sport. Et ça ne me manquait pas du tout. Et en fait, je pars, je fais cette expédition, je vais jusqu'à l'Everest. Et voilà, quoi, je reviens et je dis, il faut que je refasse un Vipassana parce que là-bas, je me suis fait du mal, en fait. Pendant cette expé, je me suis fait du mal mentalement, physiquement. Et je m'étais rendu compte que Vipassana, ça avait soigné mes maux physiques aussi, tu vois, mes genoux, ça avait soigné un peu mon dos, ça avait soigné mon ventre, tu vois. Après Vipassana, j'avais plus le mal de mer. Enfin, c'était surtout en bus. Mais moi, tu me fais faire 5 minutes de RER ou de métro, j'ai envie de vomir, quoi, tu vois. Mhm. Parce que beaucoup de choses sont psychologiques et tout est lié. Et là, j'avais plus ces mots-là, quoi. J'avais plus rien de tout ça. Et je refais un deuxième Vipassana, donc je m'inscris, il y a le même protocole, etc., le même début, moins de monde, beaucoup. Sachant que dans l'inscription, si j'ai bien compris, tu réponds à des questions et c'est gratuit. C'est gratuit et Ah, ouvert à tous d'une certaine façon, en fait. mais c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, quelqu'un qui vient de la rue, bah, ils vont lui poser beaucoup plus de questions qu'à moi et essayer de s'assurer que ça va bien se passer avec les autres. Parce qu'en fait, on te fait un questionnaire, je ne saurais pas te dire, il y a plus de 50 questions, quoi, pour savoir qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais à Katmandou, pourquoi venir 10 jours faire Vipassana? Est-ce que tu sais ce que c'est? Et il t'explique ce que c'est en même temps. Et ouais, parce que déjà quand tu fais ce questionnaire, tu comprends quoi. Tu comprends que, enfin, moi je conseille toujours quand je coach quelqu'un un peu mentalement ou que j'ai un athlète que j'entraîne, je lui dis toujours d'écrire. Voilà, d'écrire quelque chose, d'écrire pourquoi il veut travailler avec moi, pourquoi il veut faire cette course ou ce projet ou ce marathon ou ce truc. Et quand tu écris, là j'écrivais juste que j'avais envie d'être heureux, quoi. Hmm.
Et t'en avais d'autres moi, j'avais une fille que j'avais rencontrée dans la vallée de Katmandou qui voulait arrêter, qui était toxicomane, qui voulait arrêter la drogue. D'autres qui veulent arrêter de boire, d'autres, tu vois, des excès qui sont quand même pas évidents à arrêter dans une ville comme Katmandou parce que l'alcool est moins cher que la bouffe, quoi. Le deuxième Vipassana, ça a été très très dur. Ça a été très très dur parce que j'étais en souffrance et c'était juste avant mon retour vers la France et euh, et je sentais que j'avais peur de rentrer, quoi. Et tout ça, c'est remonté, c'est revenu dans ma tête parce que quand tu passes 120 jours, évidemment, dans un pays aussi connecté spirituellement que le Népal, quand tu arrives à Paris et que tous les gens, soit ils veulent te choper ton énergie ou juste être avec toi parce que tu as vécu un truc ou euh, toi, tu ne fais que donner de l'énergie, quoi, et t'en prends pas parce que les gens, ils ont rien à te donner, quoi. À ce moment-là, c'est dur de dire ça, mais je sentais que je faisais que donner de l'énergie et j'avais peur de ça, quoi. J'avais peur de rentrer, en fait. Et en fait, ça s'est pas mal passé. Le retour a été pas mal, mais ouais, mon deuxième Vipassana a été une souffrance parce que presque subie, quoi. Enfin, tu vois, j'étais pas prêt, quoi. Tu vois, j'étais pas assez prêt psychologiquement. Est-ce que, donc, il y a eu 120 jours au Népal, 2 fois 10 jours, 10 jours et demi Ouais, de ouais. Vipassana. Est-ce que tu considères que les 120 jours étaient une sorte d'isolement, pas au même niveau, ou tu as vraiment eu ces 2 fenêtres d'isolement forts dans les conditions que tu viens de décrire, et le reste de ton séjour était beaucoup plus connecté? J'avais des connexions, mais pratiquement les mêmes connexions qu'ont les gens là pendant ce confinement. J'ai passé beaucoup de temps soit dans des monastères. J'ai rencontré Mathieu Ricard, qui est considéré là-bas et en Asie comme happiest man of the world. Tu vois, quand les Chinois le croisent, c'est vraiment c'est le mec qu'il faut voir et avec qui il faut être en photo, quoi. Enfin, beaucoup de choses et beaucoup de gens comme ça qui ont changé ma vie, mais c'était vraiment ponctuel et j'avais besoin d'être seul, en fait. Mhm. J'avais besoin de continuer à écrire, j'avais besoin de continuer à comprendre. Au Népal, ne rien faire, je dis toujours, c'est faire quelque chose, tu vois. Et ici, quand tu fais rien, c'est la honte, quoi. Tu vois, ah ouais, tu vois, faut soutenir, là, évidemment, personnel de santé et tout. Et là, il y a tellement de gens qui bossent, qui sont chez eux, qui bossent. Il y en a énormément parce que je le sais, il y a des gens qui m'envoient des messages. Oh, le télétravail, c'est pas facile, il y a les enfants à la maison. Bah, tu vois, c'est un confinement qui doit être vraiment compliqué, quelle que soit la taille de ta maison. Et encore plus, évidemment, quand tu as un tout petit appartement, soit en région parisienne ou ailleurs, parce qu'il y a d'autres villes en France où ça doit être dur. Mais ouais, mon confinement n'avait rien à voir avec Mhm. quand même ce qui se passe aujourd'hui, parce que je choisis, parce que quand j'avais envie d'aller quelque part, j'allais quelque part. Et puis j'ai été prof, tu vois. Donc c'est pas pour moi, c'est pas du confinement, ça, c'est juste du développement personnel. Par contre, c'est le lien qui peut être donné, c'est que là, tu peux t'engager pour donner aider le personnel soignant, aider d'autres gens qui bossent et créer le monde de demain aussi, parce que c'est joli de dire ça, c'est limite candide. Si j'avais dit ça il y a 3 mois, on m'aurait rigolé au nez et c'est ce qui se passe depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, quand on parle du monde de demain, hein, bah, ça veut dire quelque chose, tu vois. Ne serait-ce que ce que tu fais toi, tu vois, aujourd'hui, ça commence à parler aux gens et vraiment à parler. Je vois beaucoup de choses qui se développent et c'est le monde d'après, c'est le monde de demain, c'est se préparer se préparer au meilleur parce que sinon, ça ne peut être que le pire qu'on préparera. Et voilà. Moi, pour avoir des contacts avec des chercheurs et avec des gens qui sont des spécialistes du climat, etc., enfin, tout ça, on le sait que des climats, que des virus peuvent sortir à tout moment. Et le Covid, c'est un tout petit virus. Voilà. C'est C'est juste bien, une tu cherches à nous rassurer. Non, mais ce qui est enfermé dans le permafrost, c'est des Bien sûr. coronavirus. Il y en a des milliards, quoi. Bref. Et ma question de tout à l'heure, c'était tout à l'heure, c'est-à-dire il y a 40 minutes, Ouais. c'était, et je pense qu'on est à 10% de la réponse, donc on va passer, je pense, une petite semaine ensemble.